Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Nous sommes maintenant rendus à la saison 3 de ce podcast et vous êtes toujours là. J'en suis ravie. 13 épisodes par saison exactement. Le temps passe si vite. Dans la première année de ce balado, je vous ai principalement parlé de féminicide, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme vous le savez déjà. Pour la deuxième saison, il fut surtout question d'infanticide. Maintenant, pour cette troisième saison qui commence, il s'agira surtout de cas de maladie mentale, entre autres. J'espère que vous aimerez ce sujet autant que moi. D'ailleurs, s'il y a des cas particuliers dont vous aimeriez que je discute, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Mon nom est Nini la Terreur et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de Félix Brosseau. Cette nouvelle histoire se déroule cette fois dans la région de la Mauricie, plus précisément dans la ville de Saint-Boniface de Shawinigan. Nous sommes le 9 janvier 1999 au chalet du journaliste Daniel Brosseau, 60 ans, qui s'y trouve justement avec son fils Félix, 29 ans, ce week-end-là. Mais déjà, avant d'aller plus loin dans ce récit, voyons avant tout qui ils sont exactement. Daniel Brosseau a fait ses études en tant que caricaturiste, ensuite en tant que journaliste au quotidien Le Nouvelliste de Trois-Rivières, avant de devenir, après ça, chroniqueur parlementaire et politique pour le Journal de Montréal durant plus de 25 ans. Pour ce qui est de Félix, il était plutôt inactif et sans emploi depuis au moins 2 ans au moment des faits. Enfant unique, il a été très choyé par sa mère et son père tout le long de sa jeunesse. Il n'a que 5 ans lorsque ses parents prennent la décision de se séparer et c'est sa mère Marie-Paul qui en obtiendra la garde. Heureusement pour lui, ses parents, soucieux de son bonheur, vont garder d'excellents liens entre eux. Tout se passera donc bien pour lui jusqu'à la fin de son adolescence. Effectivement, car à partir de l'âge de 16 ans environ, Félix va commencer à consommer de la drogue. Ce sera à l'âge de 17 ans qu'il prendra la décision de déménager à Montréal afin de se rapprocher de son père qui y habitait avec Fleurette Paquin, sa conjointe... sa conjointe de longue date. Quelque temps plus tard, il obtiendra un diplôme d'études professionnelles en horticulture et va ensuite démarrer sa propre entreprise d'aménagement paysager. Après 3 ans de dur labeur, son entreprise va grandir. Félix engagera alors du personnel pour l'aider. Devant de plus en plus de responsabilités et devant aussi faire face à du nouveau personnel beaucoup moins assidu que lui, mais aussi faisant face à des vols de matériel et devant aussi composer avec de lourdes charges de travail et la pression financière, Félix va décider d'abandonner son entreprise. Cependant, il vivra plutôt mal cet échec. Son père, pour l'aider à lui faire passer cette pilule, va lui offrir de travailler sur sa terre à Saint-Boniface. Malheureusement, les choses ne se passeront pas comme aurait espéré Daniel pour son fils. Le hic, c'est que Félix et Fleurette, la conjointe de Daniel, s'entendaient très mal. Daniel proposera alors à son fils d'aller bosser à Vancouver, toujours dans son domaine en aménagement paysager. En mars 1996, Félix partira donc pour l'Ouest canadien. Après seulement 2 mois sur place, ne trouvant aucun emploi, il prendra la décision de revenir au Québec. C'est à partir de cette période qu'il commencera, petit à petit, à perdre pied. Disons ça comme ça. À force de se faire sans cesse rabâcher de se prendre en main par ses parents, il retournera à Vancouver, mais cette fois le vent tournera en sa faveur. Il obtiendra alors un poste de contremaître en entretien paysager. Ses parents vont évidemment se réjouir de cette bonne nouvelle. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur fils va continuer à consommer de la marijuana, mais cette fois en plus grande quantité. Mais pas que. Il se mettra aussi à prendre de la cocaïne. Mais en vrai, Félix dépérit. Il téléphone souvent à sa mère
qui va assurément remarquer que son fils avait changé. Tout d'abord par son ton de voix qui était maintenant différent. Elle trouvait aussi que son fils avait l'air démoralisé et semblait fatigué. Marie-Paul, sa mère, en glissera d'ailleurs un mot à son ex-conjoint. Ils prendront alors la décision ensemble de faire revenir leur fils au Québec. Félix semblait vraisemblablement se chercher et vivait avec une grande souffrance intérieure. Bref, depuis quelque temps, Félix les inquiétait beaucoup. Son père va alors avoir l'idée de l'amener dans son havre de paix, c'est-à-dire dans leur chalet familial se trouvant face à la rivière Saint-Maurice, dans le comté de Maskinongé. Il se disait qu'il allait pouvoir lui parler plus tranquillement là-bas d'une possible cure de désintoxication. Il était même persuadé de réussir à le convaincre de s'y rendre. Pour vous mettre exactement dans le contexte, il faut savoir que jusqu'à la période des fêtes, Félix habitait avec sa mère à Shawinigan durant les week-ends et la semaine, il occupait ce chalet familial au décor pittoresque. Il quittait ensuite cet endroit les samedis et les dimanches pour laisser la place à son père et sa conjointe des 16 dernières années. Cette situation ne durera toutefois pas, car peu de temps avant la fête de Noël, sa mère va décider de le foutre en dehors de la maison, car son fils était devenu de plus en plus agressif et violent envers elle. Son père et sa mère ont alors pensé que cette attitude était attribuable à sa forte consommation de stupéfiants et d'alcool. Bien sûr, nous verrons ça plus loin dans l'histoire. Daniel s'était aussi confié à un collègue de travail du fait qu'il voulait profiter de ce moment avec son fils pour lui glisser un mot à propos de sa consommation excessive d'alcool et de drogue des derniers mois. Il lui avait d'ailleurs exposé son plan de retraite au chalet. Idéalement, selon lui et son ex-conjointe, c'est d'une cure de désintox dont avait le plus besoin Félix et il comptait bien réussir à lui proposer. Le comportement de leur fils les inquiétait de plus en plus. À vrai dire, plusieurs autres membres de la famille avaient détecté chez Félix des changements de comportement importants qu'ils attribuaient justement eux aussi à cette nouvelle consommation excessive. Son père voulait surtout lui faire comprendre qu'à 28 ans, il était temps qu'il se prenne en main. En réalité, Daniel était très réticent à lui parler de sa santé mentale, alors il va plutôt l'aborder à propos de ses problèmes d'alcool et de drogue. Mais pas juste ça. Il va aussi lui faire des reproches concernant son attitude envers sa mère, mais aussi sur le fait qu'il ne travaillait plus. Cependant, les choses vont malheureusement mal tourner. La découverte d'un corps. Le lundi suivant ce week-end-là, le corps de Daniel Brosseau sera découvert, complètement enseveli sous la neige, à proximité de son chalet. De quelle façon les policiers ont-ils été informés de la possible disparition de Daniel? En fait, durant la journée du dimanche 10 janvier, son cellulaire va sonner plusieurs fois, mais ni lui ni Félix n'y répondront. Il s'agissait sans doute de gens qui venaient aux nouvelles en rapport avec la délicate discussion que Daniel devait avoir avec son fils. Le lendemain, soit le lundi matin, Marie-Paul recevra un appel de Fleurette qui avait été avisée que son conjoint ne s'était pas présenté à son travail. La maman de Félix va alors immédiatement appeler une des voisines du chalet de Saint-Boniface pour qu'elle se rende sur les lieux. Une fois sur place, Félix lui ouvrira et cette voisine lui demandera tout simplement d'appeler sa mère. Lorsqu'il l'aura au téléphone, il lui mentionnera ne pas avoir vu Daniel de la fin de semaine. Comme elle redoutait maintenant le pire, elle dira à son fils qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'appeler la police. Ce serait donc peu de temps après leur arrivée sur les lieux, ce lundi-là, que des agents de la police régionale de Shawinigan vont découvrir le corps de Daniel. Ils l'auraient trouvé caché dans la neige, gelé comme un bloc de glace. Ils vont ensuite demander l'assistance de la Sûreté du Québec, qui prendra le relais concernant cette enquête. Nous en saurons évidemment beaucoup plus sur le pourquoi du comment à ce sujet, lors de l'interrogatoire tout d'abord, et ensuite lors du procès. Un agent des affaires publiques de la Sûreté du Québec dira que le corps de Daniel était comme un bloc de glace
mais aussi que le coroner avait détecté sur son corps ce qui semblait être des coupures. Mais pour savoir avec quoi au juste il aurait été frappé et coupé, il va bien sûr falloir qu'ils attendent les résultats de l'autopsie. Les soupçons des enquêteurs vont immédiatement se tourner vers le fils de Daniel, principalement en raison des réponses évasives qu'il leur avait données après avoir été questionné à propos de l'absence mystérieuse de son père. En gros, ce serait le sujet dont voulait lui parler Daniel, qui aurait vraisemblablement été au cœur de cette altercation qui avait éclaté. Cette altercation aurait ensuite amené Félix à en arriver au coup. Mais ça, Félix ne le dira pas tout de suite aux policiers. À première vue, il aurait battu son père à mort dans le chalet avant de transporter son corps à environ 75 mètres de la bâtisse située au bout du chemin de la baie. Pour être plus précise, ce serait plusieurs heures plus tard que Félix aurait transporté le corps de son père à l'extérieur pour le mutiler à l'aide d'un objet tranchant. Les rumeurs, à ce stade-ci du récit, racontaient que Félix lui aurait tranché la tête pour ensuite la faire brûler dans un poêle à bois. My God, je trouve ça tellement effrayant. Nous aurons bien sûr plus de détails plus tard dans l'histoire. Évidemment, Félix Brosseau sera amené au poste de police de Shawinigan dans le but d'être questionné plus en profondeur, mais tout d'abord en tant que témoin. Ce ne sera qu'un peu plus tard qu'il passera aux aveux. En fait, ce sera lorsque le coroner aura pu confirmer la mort violente de Daniel. Il sera ensuite mis en état d'arrestation, puis réinterrogé à ce propos. Cet accusé sera donc amené au poste de police pour y subir un interrogatoire en règle. L'interrogatoire. Une fois sur place, il va refuser de faire appel à un avocat, mais va tout de même parler à l'enquêteur pour lui dire qu'il s'était engueulé avec son père et que des coups avaient été échangés. Cependant, il changera assez rapidement sa version des faits lorsque les policiers vont l'informer que cet interrogatoire était filmé. Cette audience avec Félix sera interminable. Elle commencera vers 21h et se terminera aux petites heures du matin, dans la nuit du 11 au 12 janvier. En vérité, elle durera un bon 4h30. Quand même. Cet interrogatoire nous éclairera tout de même un peu plus sur les circonstances entourant ce drame. Voici donc ce qu'il s'y est dit. L'enquêteur qui l'interrogeait y apprendra tout d'abord que Félix Brosseau se sentait rejeté par ses parents. Selon lui, ce serait ce sentiment qu'il ressentait et qu'il réprimait qui l'aurait préalablement fait sortir de ses gonds. Selon sa version, car nous n'aurons malheureusement jamais celle de Daniel, cette journée-là, le père et le fils avaient bu. Félix racontera à l'enquêteur que c'est après avoir eu une discussion plutôt agressive avec son père que leur dialogue serait passé de la violence verbale à la violence physique. Il dira à ce propos, et je le cite, « On s'est chamaillé, on s'est battu, puis j'ai esquivé 1 ou 2 coups. » Selon lui, cette altercation se serait produite à l'extérieur du chalet familial de Saint-Boniface. Durant cet interrogatoire, il va expliquer à l'enquêteur son état d'esprit à ce moment-là en disant « Je me sentais en tout cas comme complètement rejeté là. J'étais dans une conversation où Daniel ne parlait pas, il criait, c'est pas compliqué. Il était agressif dans son langage, il était pompé. » Toujours selon sa version, c'est son père qui aurait d'abord essayé de le frapper. Il dira avoir réagi en le frappant lui aussi par après. Il y aura ensuite une semi-accalmie et c'est là que Félix va demander à son père d'aller prendre une marche pour dépomper, mais Daniel va plutôt décliner cette invitation. C'est là que les 2 hommes seraient sortis du chalet et que le ton aurait de nouveau monté entre eux. Félix avait alors dit à l'enquêteur « C'était un constat d'échec. J'avais bu, puis il avait bu, puis j'étais en crise. Et c'est malheureux à dire, mais il en a mangé une tabarnak. » Il continuera son histoire en précisant qu'il s'était battu avec ses poings et en expliquant qu'il avait alors un peu perdu les pédales. C'est aussi à ce moment-là que son père serait tombé par terre, dans la neige,
Mais rien n'était encore terminé pour Daniel, car après cette chute, il aurait tout de même réussi à se relever et il aurait alors serré son fils au cou. Ce serait ensuite en essayant de se défendre de cette prise d'étranglement de son père que Daniel serait de nouveau tombé au sol pour ne plus jamais se relever. Il venait de mourir. La suite de cet interrogatoire cherchera surtout à faire parler Félix sur l'emplacement de la tête de la victime, car dans les faits, Daniel avait été trouvé décapité et sa tête avait disparu. Elle avait été coupée par son propre fils. L'enquêteur va évidemment insister auprès de Félix pour connaître l'emplacement de cette tête. Où l'avait-il cachée? Il lui posera directement la question, sans flafla ni détour. Il lui demandera: l'as-tu jetée dans le Saint-Maurice? L'as-tu brûlée? Comme Félix ne répondait à aucune de ces questions, l'enquêteur va continuer en lui demandant: Chris, l'as-tu mangé? C'est là que Félix va lui répliquer vivement en jurant que non et en disant au policier de ne pas charrier. Je ne sais pas trop où en était cet interrogatoire interminable, mais à ce moment-ci de son témoignage, Félix va dire à plusieurs reprises à l'enquêteur qu'il était épuisé et complètement vidé, mais finira tout de même par lui avouer une partie de la réponse que ce dernier attendait. Il lui précisera qu'il devait sans doute rester des cendres de la tête de son père quelque part sur le terrain. Comment cette tête s'est-elle retrouvée en cendres? Félix n'en dira pas plus à ce propos, mais il expliquera néanmoins qu'il l'avait fait disparaître car il n'était plus capable de la voir. En vrai, le corps de Daniel gisait par terre, à l'extérieur, avec son visage tout ensanglanté, face à une des fenêtres du chalet d'où Félix pouvait la voir de l'intérieur. Ce serait pour cette seule raison qu'il aurait voulu s'en débarrasser. Il n'en pouvait plus qu'elle le regarde. De nature curieuse, l'enquêteur voudra maintenant savoir pourquoi il l'avait coupé. Il aurait pu déposer le corps ailleurs pour ne pas que cette tête le fixe tout simplement. Mais Félix refusera également de répondre à cette question. Il se contentera seulement de dire que cette décapitation n'avait pas été faite à l'aide d'une scie. On apprendra un peu plus tard qu'il s'agissait en fait d'une hache. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? C'est ce qui mettra fin à ce long interrogatoire. Cette cure de désintoxication dont souhaitait discuter Daniel Brosseau n'avait pas du tout convaincu son fils, qui l'aurait alors battu à mort à coups de poing. Quelle horreur! Petite parenthèse ici, pour ceux qui s'intéressent autant que moi aux détails. Il sera raconté plus tard que Félix, après avoir tué son père, serait revenu à l'intérieur, se serait servi 2 verres de vodka qu'il boira d'un trait, pour ressortir un peu plus tard une hache à la main. Une fois la décapitation effectuée, il serait allé prendre un traîneau dans la remise, dans le but de mettre le corps de Daniel dedans pour l'amener à l'écart du chalet pour l'enterrer. Une fois cette tâche accomplie, il aurait ramené la tête à l'intérieur pour la placer dans le poêle à bois. N'arrivant pas à la faire brûler, il l'aurait ensuite transportée à l'extérieur du chalet pour également aller l'enterrer dans la neige. Plutôt morbide, je sais. Les enquêteurs de la SQ vont maintenant procéder à son arrestation où il sera ensuite accusé de meurtre au 2e degré pour la mort de son père. Il faut savoir que cet accusé n'avait aucun antécédent judiciaire. Il demeurera détenu jusqu'à sa prochaine comparution devant la cour quelques jours plus tard, où il sera ensuite officiellement accusé de meurtre non prémédité devant un juge de la Cour supérieure au palais de justice de Shawinigan. Mais pas seulement. De nouvelles accusations s'ajouteront, soit celle d'outrage à un cadavre. La peine prévue pour une condamnation de meurtre au 2e degré, donc sans préméditation, est habituellement l'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Et pour info, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans quiconque commet tout outrage,
indécence ou indignité envers un cadavre humain ou des restes humains, inhumains ou non. Avant que le procès n'ait lieu, Félix devra subir un traitement de 60 jours en psychiatrie. Les conclusions du rapport qui sortira seront que cet accusé sera jugé inapte à comparaître en cour pour l'instant. Son internement sera donc maintenu encore quelque temps. Ce sera ensuite au terme d'une évaluation prolongée dans ce centre qu'il sera finalement déclaré apte à enfin subir son procès. Du coup, il sera relocalisé dans un établissement carcéral jusqu'à la fin des procédures. Un peu plus tard, c'est par le biais de son avocat que Félix Brosseau dira renoncer à son enquête préliminaire. Il passera donc directement à son procès. Il faut savoir qu'une enquête préliminaire vise surtout à déterminer s'il y a matière à procès ou non. En y renonçant, Brosseau sera directement cité à son procès sans qu'on ait entendu le moindre témoin avant. Plusieurs mois passeront ensuite, le temps de trouver une date pour ce procès tant attendu. Cette date sera enfin arrêtée, soit le 6 mars 2000. Cependant, elle sera rapidement repoussée. Il sera décidé qu'en raison des conclusions contradictoires des 2 évaluations psychiatriques qu'il avait passées, l'avis d'un 3e expert était maintenant demandé avant de commencer pour de bon ce procès. Quelques semaines passeront encore. Procès. Ce sera d'abord par le choix du jury que s'amorcera enfin, le 29 août 2000, au Palais de justice de Shawinigan, le procès de Félix Brosseau. Ce seront donc les 5 femmes et les 7 hommes qui venaient d'être choisis qui devront sous peu décider de son sort. L'accusé présentera une défense basée sur l'aliénation mentale momentanée. Les premières personnes à se présenter à la barre des témoins seront les policiers qui étaient présents sur place lors des recherches qui ont commencé à la suite de l'appel concernant la disparition de Daniel. Ils seront au nombre de 6 à venir expliquer le déroulement de cette bizarre journée de fouille. Ensuite, la maman de l'accusé viendra raconter son histoire, ainsi que Fleurette, la belle-mère de Félix. Mais voyons tout d'abord le témoignage de ces policiers. Le 11 janvier 1999, aux alentours de midi, 2 patrouilleurs de la police régionale de Shawinigan arrivent au chalet de Daniel Brosseau à la suite d'un appel d'une possible disparition. Ils avaient préalablement été avertis que Daniel s'y trouvait avec son fils ce week-end-là. Il s'était également fait dire que Félix pourrait peut-être leur paraître un peu bizarre et peut-être aussi qu'il pourrait montrer des signes de troubles psychologiques. Une fois sur place, ils rencontreront Félix, qui va d'ailleurs leur sembler très surpris d'apprendre la disparition de ce dernier. Ils remarqueront également qu'il semblait très peu inquiet du sort de son père. Les policiers lui demanderont quel avait été son dernier contact avec lui, mais Félix se montrera un peu trop évasif à leur goût. En plus de le trouver évasif, ils le trouveront aussi imprécis et plutôt confus dans les réponses qu'il leur donnera. C'était louche. Un des policiers dira à la barre des témoins qu'à ce moment-là, lui et ses collègues étaient loin de s'imaginer une fin aussi tragique pour ce journaliste. C'est en débutant leur fouille autour du chalet qu'un des agents commencera à avoir de sérieux doutes. Concrètement, il venait de retrouver, près du véhicule de Daniel, un morceau de glace de couleur rouge clair. C'est à cet instant précis qu'ils appelleront des renforts. 2 enquêteurs de plus viendront donc leur prêter main forte. Ils commenceront tout d'abord à fouiller l'intérieur du chalet et ensuite se déplaceront à l'extérieur pour continuer leur fouille, tandis qu'un autre de leurs collègues continuera d'interroger Félix pour en savoir plus à propos de cette disparition. Un peu plus tard, ce même enquêteur parlera notamment au téléphone avec la maman de Félix, qui lui dira alors qu'elle était effrayée par son fils et lui mentionnera qu'il était dangereux. Ce qu'elle souhaitait surtout était que Félix soit conduit à l'aile psychiatrique de l'hôpital du centre de la Mauricie. Bien sûr, pendant ce temps, les recherches se poursuivaient.
Après quelques minutes de fouilles à l'extérieur, aux alentours du chalet, un des enquêteurs va tout d'abord voir un amoncellement de neige ayant des traces de sang à proximité. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus loin de cet endroit, dans un autre sentier cette fois, il va apercevoir, en déplaçant la neige avec ses bottes, des morceaux de jeans et 2 genoux. En réalité, ses recherches furent quand même brèves car il n'a eu qu'à suivre les traces de pas qu'avait laissées le meurtrier dans la neige. Cet enquêteur ne touchera plus à rien par la suite. Il va plutôt appeler en renfort l'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Le corps de Daniel Brosseau venait d'être retrouvé. Évidemment, son fils, Félix Brosseau, sera arrêté et, comme on l'a vu précédemment, longuement interrogé. Pendant ces différents témoignages qui seront faits cette journée-là au palais de justice, Félix, vêtu de noir de la tête aux pieds, est demeuré impassible, fixant constamment le plancher d'un regard vide. Fin de la première journée. La prochaine audience consistait à la projection de la déclaration vidéo qui avait été faite au poste de police, mais comme je vous en ai déjà bien parlé précédemment, nous passerons directement au témoignage de la maman de Félix. Il faut savoir qu'à ce stade-ci du procès, les avocats de la défense vont, pour l'instant, refuser de confirmer s'ils allaient plaider l'aliénation mentale ou pas dans ce dossier concernant leur client. Vous allez bientôt savoir pourquoi ils se questionnaient tous à ce sujet. Ce sera donc à présent au tour de Marie-Paule Ferland-Brosseau, la maman de Félix, de venir témoigner. Nous serons alors bientôt mis au courant de plusieurs faits décrivant assez bien le parcours de Félix qui l'a amené, petit à petit, à en arriver à cette catastrophe qui était imminente. Cette maman viendra raconter au jury les moments très difficiles qu'elle a vécus, constatés et craints dans les derniers mois avant le meurtre de son ex-mari. Maintenant, place à la prémisse de ce drame. N'attends pas qu'il pose un geste qu'il va regretter toute sa vie, dira-t-elle à Daniel en parlant de leur fils vers la fin du mois de décembre 1998, soit un peu moins d'1 mois avant le drame. Félix venait encore de lui faire des menaces de mort. Elle précisera même à Daniel d'agir vite. Son ex-époux répondra tout de même assez rapidement à cet appel de détresse qu'elle venait de lui faire, soit à peine quelques jours après. Cependant, il sera retrouvé mort à son chalet tout juste quelques jours plus tard. Voyons ça de plus près. C'est au retour de son 2e voyage à Vancouver que Marie-Paule va commencer à remarquer des changements de comportement plus importants chez Félix, son fils unique. Ces changements étaient somme toute minimes, mais comme vous pourrez le constater, ils s'aggraveront progressivement au fil des semaines. Évidemment, Marie-Paule se questionnera sur l'origine de cette métamorphose. Elle fera d'abord un lien avec le 2e voyage que son fils avait fait à Vancouver quelques mois plus tôt, car c'est lorsqu'il est revenu que ces changements avaient commencé. À son retour, il avait beaucoup changé physiquement. Il avait perdu plus de 50 livres, soit environ 22 kilos pour les Européens qui m'écoutent. Ce qui n'est pas rien, mais c'est plutôt du côté de son comportement que ça l'inquiétait. Elle dira qu'il était devenu une personne taciturne, déprimée et sans ambition, alors qu'avant ce voyage à Vancouver, il était plutôt un jeune homme d'affaires ambitieux et entreprenant. Elle constatera qu'il ne dormait presque plus et qu'il se plaignait toujours d'avoir mal au dos. Malgré ses protestations, elle va tout de même réussir à l'amener chez un chiro, mais une fois cette douleur disparue, Félix restait toujours le même et elle s'en inquiétait encore plus. À plusieurs reprises, elle va lui proposer une visite chez un médecin généraliste, mais elle se butera à chaque fois à une très forte résistance de sa part. En fait, Félix avait peur.
Il lui répétait à chaque fois qu'il était hors de question qu'on le fasse passer pour un fou. Je soupçonne qu'il ressentait également ces changements et qu'au fond de lui, il craignait d'en connaître le diagnostic. Les choses commenceront à s'aggraver vers le mois de novembre 1998. D'un seul coup, et sans crier gare, Félix ne reconnaissait maintenant plus sa mère. Il lui fera tout d'abord remarquer qu'elle n'avait plus la même taille qu'avant. Il était persuadé qu'il s'agissait plutôt de son sosie. Mais pas que ça. Alors que Félix adorait la cuisine qu'elle lui préparait, il s'est mis à lui dire que sa nourriture était maintenant infecte. Il refusait même carrément ce qu'elle lui préparait. Il était convaincu qu'elle essayait de l'empoisonner. Ensuite, toujours selon Marie-Paul, son fils l'épiait constamment et surveillait toutes ses allées et venues. Il y a même une fois où il avait passé un appel à la banque de sa mère pour avertir le personnel qu'elle faisait une dépression et que son écriture n'était plus la même qu'avant. Il pétait carrément les plombs. Au retour de son fils de Vancouver, Marie-Paul va remarquer pour la première fois un fait étrange chez lui. Il pouvait passer des journées entières à lire et relire le même journal. Un jour, il va lui montrer la photo d'une fillette dans un des journaux qu'il lisait et va lui demander s'il s'agissait de sa sœur alors qu'il était enfant unique. Son fils devenait aussi de plus en plus méfiant envers elle, de même qu'arrogant et accusateur. Mais ce n'est pas tout. Sa mère remarquera également plusieurs autres choses étranges chez lui, comme lorsqu'il regardait la télévision sans volume ou bien lorsqu'il contemplait ses mains pendant des heures. C'est aussi sans compter toutes ces fois où il lisait le journal en éclatant de rire sans motif apparent. À d'autres occasions, Félix passait devant sa mère et lui écrasait les pieds de façon intentionnelle et sans jamais s'excuser. Pour elle et Daniel, il était clair que la surconsommation d'alcool et de drogue de leur fils était ce qu'il faisait agir ainsi, plutôt que de possibles signes précurseurs d'une maladie mentale. Marie-Paul racontera d'autres anecdotes du genre lors de son témoignage. Elle dira que son fils craignait maintenant les humains. Pour appuyer son point, elle racontera qu'un jour, en revenant de l'épicerie, il lui avait dit que les gens le regardaient comme s'il était un extraterrestre. Une autre fois, alors qu'une moto passait dans la ruelle près de chez lui, allez savoir pourquoi, il lui avait dit de ne surtout pas parler devant ce motocycliste. Une autre fois encore, alors qu'il était en route pour rejoindre son père au chalet, il avait aperçu un contrôleur routier sur la route qu'il croyait être un de ses amis d'enfance. Cette situation lui a tellement fait peur qu'il a alors opéré un demi-tour et est revenu à la maison. Ça n'allait plus du tout dans sa tête. Tout se mélangeait. Malheureusement, toutes ces choses qui se passaient justement dans sa tête n'en resteront pas là. Au commencement du mois de décembre, soit quelques semaines avant le drame, Félix va une première fois aborder sa mère pendant qu'elle faisait la vaisselle. Il s'était alors placé juste derrière elle en commençant à lui faire un massage d'épaule. Peu habituée à ce genre de manifestation d'affection, Marie-Paul avait tout de suite trouvé ce geste déplacé et, comme elle n'appréciait pas du tout, elle lui fera évidemment savoir. À peine quelques jours plus tard, cette même scène va se répéter, mais cette fois avec les mains de son fils remontant tranquillement vers son cou. Sa mère va avoir très peur. Lorsqu'elle racontera cette histoire au jury, elle dira, et je la cite, « Il ne m'a pas serré le cou, mais j'avais une drôle d'impression. » C'est effectivement assez inquiétant. D'ailleurs, Marie-Paul a tellement eu peur cette fois-là qu'elle a préféré aller dormir à l'hôtel plutôt que de rester à la maison avec lui. Elle est tout de même revenue le lendemain en s'étant persuadée que son fils ne lui ferait pas de mal. Encore quelques jours plus tard, rebelote. Félix recommencera le même manège, mais cette fois en lui serrant le cou un peu plus fort. Marie-Paul dira, « Il s'est approché de moi et m'a dit cette fois qu'il ne savait pas ce qu'il retenait de me faire sauter la tête. » Elle va aussi ajouter qu'à ce moment-là, elle tremblait de la tête aux pieds et qu'elle était terrorisée. Sans rien laisser paraître à son fils, elle va plutôt décider d'embarquer dans son jeu. Elle voulait faire baisser la pression, mais cherchait aussi du temps pour que principalement cette idée disparaisse des pensées de Félix, mais aussi pour qu'elle puisse s'en éloigner.
Elle va donc lui suggérer de le déposer au centre commercial pour qu'il aille faire ses achats de Noël. Ils partiront donc ensemble à cet endroit, mais en se séparant une fois arrivés sur place pour faire leurs achats chacun de leur côté. Une fois séparés, Marie-Paul ne s'attardera pas trop pour revenir à la maison. Elle voulait arriver avant lui pour rapidement prendre des effets personnels et retourner à l'hôtel. D'ailleurs, cette fois-là, elle y restera les 24 et 25 décembre. Cependant, malgré qu'elle ait fait aussi vite qu'elle le pouvait pour revenir chez elle avant son fils, elle expliquera au jury qu'il était déjà là à son arrivée. Félix était en train d'écouter de la musique, lunettes de soleil sur le visage et ayant une bouteille de vin à ses côtés. Discrètement, elle appellera Daniel et le rejoindra ensuite quelque part. C'est à ce moment-là qu'elle lui expliquera la situation et qu'elle lui dira d'agir vite avant qu'il n'arrive quelque chose de regrettable. Sur le coup, le papa de Félix ne dira rien. Mais le 26 décembre, il viendra chercher son fils pour le ramener avec lui. Au fond, il n'avait pas trop le choix, car Marie-Paul ne voulait plus du tout le voir revenir à la maison. En fait, rongée d'angoisse et de peur de voir son fils revenir à l'improviste, elle va donc décider de changer toutes les serrures des portes de chez elle. Comme Daniel était en vacances, il va accepter de prendre son fils avec lui à son chalet et, dans les jours qui suivront, il tentera de lui trouver un appartement, mais en vain. C'est ce qui mettra fin à son témoignage. Mais il y a tout de même un autre événement important à connaître. Lorsque Félix va apprendre que sa mère avait fait changer les serrures et que son père avait tenté de lui trouver un appartement, il sera alors persuadé que ses parents essayaient de se débarrasser de lui. Il faut savoir aussi qu'à la veille du jour de l'an, Félix va passer le début de sa soirée avec son père au chalet, mais va ensuite décider de se rendre dans un bar de Shawinigan pour aller y prendre un verre seul. À la fermeture du bar, il va décider d'aller faire un tour chez sa mère. Il est environ 4 heures du matin. Marie-Paul va tout d'abord hésiter à lui ouvrir, mais le laissera tout de même entrer. En fait, sa mère aura plus de peur que de mal, car Félix va aussitôt s'endormir et ne se réveiller que le lendemain aux alentours de 10 heures du matin. Ça peut paraître tard pour certains, mais Marie-Paul va plutôt trouver que son fils se levait assez tôt, contrairement à ses habitudes. Elle lui en fera d'ailleurs la remarque. Ce sera ensuite d'un air menaçant, mais avec une voix douce, que son fils lui répondra. « Aurais-tu envie de dormir longtemps? Très longtemps? » Plus tôt, dans cette même journée du témoignage de la maman, les jurés ont également pu entendre celui de la belle-mère de Félix, Fleurette Paquin, la conjointe de Daniel. En bref, Fleurette viendra leur expliquer que toutes les conversations qu'elle avait avec son beau-fils étaient très difficiles. Mais ce n'était pas que ça. Elle racontera qu'il ne travaillait pas et qu'il n'avait aucune ambition. Elle mentionnera aussi qu'il avait connu des problèmes de drogue depuis son retour de Vancouver. Elle leur fera également savoir que Félix se comportait souvent comme un bébé à propos du chalet et de la terre familiale et qu'il ne voulait pas qu'ils entrent dans son monde. Pour ce qui est du week-end où Daniel devait parler à Félix, elle dira qu'elle avait plutôt choisi de ne pas être là, et je la cite. « Je savais que Daniel voulait régler des choses avec son fils et je ne voulais pas interférer là-dedans. » Elle terminera son témoignage en leur disant que pour Daniel, Félix était la personne qui comptait le plus dans sa vie. Ceci mettra fin à cette journée bien chargée. Celle du lendemain sera cette fois consacrée au témoignage de 4 psychiatres, soit 3 pour la défense et 1 pour la couronne. Les psychiatres. Pour commencer, ce seront les 3 psychanalystes de la défense qui viendront maintenant s'obstiner concernant la santé mentale de l'accusé, mais ils concluront de toute façon chacun leur rapport de la même manière. Voyons voir de quoi il s'agit exactement. Déjà, ces 3 professionnels vont s'entendre sur le fait que Félix Brosseau souffrait de schizophrénie paranoïde au moment où il a tué son père, mais 2 d'entre eux iront plus loin dans leur réflexion. Le premier de ces psys qui témoignait pour la défense à avoir rencontré Félix a clairement établi, et sans aucune hésitation d'ailleurs,
ce diagnostic de schizophrénie paranoïde après l'avoir suivi médicalement pendant des mois à la suite du meurtre. Pour lui, il était clair aussi qu'au moment de commettre ce crime, ce n'est pas son père Daniel Brosseau que son patient tentait de tuer, mais plutôt un imposteur, soit le sosie de son père. Pour lui, il était maintenant clair que Félix souffrait également du syndrome de Capgras. Selon Wikipédia, le délire d'illusion des sosies de Capgras, parfois appelé illusion des sosies ou délire d'illusion des sosies ou encore syndrome de Capgras, est un trouble psychiatrique dans lequel le patient, tout en étant parfaitement capable d'identifier la physionomie des visages, affirme envers et contre tous que les personnes de son entourage ont été remplacées par des sosies qui leur ressemblent parfaitement. Ce syndrome délirant a été décrit par le psychiatre Joseph Capgras en 1923. Il appartient au groupe des psychoses chroniques non dissociatives qui surviennent chez l'adulte. Les personnes atteintes de ce syndrome pensent qu'un double identique remplace une personne ou une chose qu'elles aiment, y compris les animaux. Elles reconnaissent le visage, mais ne se sentent pas émotionnellement attachées. Elles supposent donc que la personne ou l'animal est un imposteur. Il lui ressemble, mais ce n'est pas lui. L'examen des détails, la couleur des cheveux ou des yeux par exemple, le renforce dans son idée que ce n'est pas vraiment la bonne personne. Le patient vit très mal la proximité avec ces sosies qui n'ont pas d'individualité, pas de nom. Bien sûr, des réactions agressives sont également possibles. Cette affection est plus fréquente chez les patients ayant des troubles neurologiques ou psychiatriques, comme dans la schizophrénie, les traumatismes cérébraux ou les démences. Il est aussi plus fréquent chez les patients qui ont une maladie neurodégénérative que chez ceux qui n'en ont pas. Il serait aussi plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Voilà. Mais revenons à nos moutons. Ce psychiatre précisera également au juré que lorsque l'accusé mentionne qu'il a dû se défendre dans les instants précédant le meurtre, que dans son esprit, c'était en fait le sosie de son père qui l'avait tué et non pas son père en tant que tel. Ce médecin précisera que l'illusion des sosies de son patient était particulièrement claire au cours du mois de décembre 1998, soit peu de temps avant la mort de son père. Il mentionnera aussi que la maladie de Félix avait continué d'évoluer après son arrestation. Félix lui aurait dit qu'il avait été violé en prison pendant son sommeil, mais aussi qu'il lui était arrivé la même chose alors qu'il était hospitalisé au pavillon Sainte-Thérèse. Plus précisément, il lui a raconté avoir été coupé au rectum avec des lames de rasoir. Tout ça illustrait donc, pour ce médecin psychiatre, des propos qui illustraient très bien l'état mental de Félix Brosseau, un individu complètement désorganisé, vivant dans un autre monde. Le deuxième médecin de la défense va plutôt s'objecter à cette idée, car pour lui, Félix semblait très bien se situer dans le temps lors de son interrogatoire quelques heures seulement après le meurtre et qu'il pouvait bien identifier son père comme étant celui qui l'avait tué. La troisième psychiatre à avoir vu Félix va plutôt dire que ce patient avait tenu des propos semblables, mais avec la différence qu'il présentait plutôt des troubles délirants et non pas une schizophrénie. Elle parlera également du fait que tous ces symptômes qu'il avait étaient identifiables depuis plus de 6 mois. Elle ajoutera aussi pour le jury que l'état mental dans lequel se trouvait Félix au moment du meurtre était très sévèrement perturbé. Selon elle, ce jeune garçon était incapable de déterminer la nature de ses gestes à ce moment-là, car il était en fait très malade. Du coup, il affichait alors, toujours selon elle, le comportement d'un psychotique en se montrant entre autres très relax durant l'interrogatoire qu'il avait subi. Elle donnera comme exemple le fait que Félix avait souvent exprimé des rires nerveux ou bien avait donné des réponses incomplètes ou sans lien avec les questions qui lui étaient posées, mais aussi parce qu'il n'exprimait pas de regrets concernant son geste et en manifestant des convictions délirantes sur le fait que des sosies, ou bien des imposteurs si vous préférez, avaient remplacé ses parents. Il faut aussi savoir que cette dernière avait également conclu à la présence du syndrome de Capgras pour expliquer l'état mental de cet accusé. Selon elle, l'illusion des sosies était particulièrement claire au cours du mois de décembre 1998, soit peu de temps avant la mort de Daniel. Enfin bref,
Malgré quelques contradictions de leur part à tous les trois, une chose est sûre. Les nombreux délires de persécution qui furent observés chez Félix durant les mois précédant l'assassinat de son père étaient des signes évidents d'une schizophrénie de type paranoïde. Après toutes les observations de ces psychiatres pour la défense, celui de la couronne viendra lui aussi y exposer son point de vue. Dr Chamberlain, psychiatre et directeur des services professionnels à l'Institut Philippe Pinel, viendra dire que selon lui, et contrairement à ses trois collègues qui venaient de témoigner, que Félix Brosseau ne présentait pas de signes sévères de maladie mentale. Il mettra plutôt tous ces symptômes concernant le comportement de l'accusé sur le compte d'une consommation soutenue d'alcool et de stupéfiants. Entendre ici cannabis, mais aussi cocaïne à l'occasion. Il émettra une mise en garde contre ses consoeurs et confrères de travail passés avant lui dans le box des témoins sur le fait de ne pas privilégier une seule hypothèse lors d'évaluation de ce genre d'individu comme Félix. Il dira qu'il fallait plutôt avoir une conviction inébranlable dans les délires qui se manifestent chez le patient pour en arriver à conclure à une schizophrénie. Pour lui, dans cette présente affaire, il estimait plutôt que Félix était en sevrage à la suite de l'arrêt de sa consommation de stupéfiants peu de temps avant le drame. Il était convaincu que c'est ce qui avait entraîné chez cet accusé des symptômes de dépression et de tristesse. Il expliquera également avoir de gros doutes du fait qu'il n'ait pas reconnu ses parents à plusieurs reprises. Pour lui, il s'agissait encore ici de la surconsommation de stupéfiants et d'alcool dont abusait Félix. Il va parler de troubles délirants et plus spécifiquement de délire de persécution. Pour terminer son témoignage, le docteur Chamberlain va réitérer son analyse voulant que la consommation régulière d'alcool de Félix, assortie à la consommation de cannabis et de cocaïne, avait pu contribuer à créer certains symptômes relevés par la mère et les trois autres psychiatres entendus. La défense viendra par la suite mentionner que le docteur Chamberlain n'avait même pas pris la peine de parler avec la maman de Félix pour établir son diagnostic. Ce dernier se défendra en disant qu'il n'avait pas réussi à la joindre au téléphone, mais qu'il avait tout de même pris connaissance des déclarations que Marie-Paul avait faites dans le dossier qui lui avait été remis pour faire cette évaluation de Félix. Misère. Est-ce que le fait de l'avoir rencontré aurait pu modifier son diagnostic? On est en droit d'y croire. Pour en terminer avec ce chapitre, il fut demandé de faire revenir dans le box un des psychiatres de la défense. C'est là qu'il viendra ajouter devant les jurés qu'il n'existait pas qu'un seul type de schizophrénie. Il dira d'ailleurs, et je le cite, « Il en existe divers types et certains ne présentent pas de signes évidents comme le prétend mon collègue. » Il soutiendra que la schizophrénie de type paranoïde, telle que présentée par Félix, avait justement comme particularité que l'individu atteint avait des réticences à parler parce qu'il se méfiait de tout le monde. Plaidoirie. Les avocats de la défense, ainsi que ceux de la couronne, vont maintenant essayer de convaincre le jury de prendre la bonne décision. Ils baseront leur discours sur le fait que Félix Brosseau aurait assassiné son père à coups de poing et d'avoir ensuite mutilé son corps en lui coupant la tête, sans doute à l'aide d'une hache. Commençons tout d'abord par l'avocat de la défense. Ce que voulait principalement l'avocat de Félix, dans l'idéal, était que son client soit acquitté pour cause d'aliénation mentale. La plaidoirie qu'il fera ira donc en ce sens. Il citera tout d'abord différentes parties des témoignages des trois médecins psychiatres qui avaient été entendus lors du procès et qui avaient tous conclu que Félix était atteint de troubles mentaux au moment de commettre ce crime. Il leur parlera également des délires de type paranoïde de son client, dont les symptômes étaient arrivés bien avant le drame. À cet effet, il demandera alors au jury de se questionner sur l'état d'esprit de Félix sur l'épisode où il avait menacé sa mère de lui faire sauter la tête, ou bien sur celui où il prétendait que ses parents avaient été remplacés par des sosies. Il essayait de les amener à penser que son client n'avait pas toute sa tête, car après avoir tué son père, Félix était tout de même demeuré sur les lieux du crime et n'avait pas une seule seconde cherché à cacher le véhicule de son père.
Ce procureur citera aussi une note que Félix avait écrite dans son agenda le 23 décembre 1998, soit quelques jours avant la tragédie. Il s'agissait en fait de la journée où il avait menacé sa mère de lui faire sauter la tête. Il y avait écrit « Le sosie de Marie s'en va avec la rallonge du téléphone. Ouf, ça fait peur. » 3 jours après avoir rédigé cette note, Félix en avait écrit une autre dans laquelle il mentionnait avoir dit à sa grand-mère de ne plus reconnaître sa propre mère. Pour ce qui est de la plaidoirie de la couronne, le procureur se tournera plutôt vers le témoignage qu'avait fait le psychiatre de son parti, qui suggérait que Félix n'était pas schizophrène, mais plutôt victime d'alcoolisme et autres substances illicites. Selon lui, Félix Brosseau présentait peut-être des embryons de délire, des doutes, mais pas de délire constant sur une période d'au moins 6 mois. 3 verdicts sont possibles concernant cette cause. Soit non responsable pour cause d'aliénation mentale, ou bien coupable de meurtre au second degré, ou encore d'homicide involontaire coupable. Le sort de Félix Brosseau était maintenant entre les mains du jury. Ils vont à présent se retirer pour délibérer. Verdict. Les jurés mettront presque 3 jours avant de faire connaître leur décision. Ils n'ont toutefois pas retenu la thèse de l'aliénation mentale dont l'avocat de la défense les avait incités à le faire, mais se sont surtout basés sur la projection de la vidéo de l'accusé faite par la Sûreté du Québec, mais aussi sur le témoignage de la maman de Félix pour le déclarer coupable d'homicide involontaire. Les différents témoignages des psychiatres ne semblent donc pas avoir fait l'objet d'une attention particulière de leur part pendant leur délibération. Ce sera sans broncher que Félix Brosseau écoutera cette décision des jurés. Il se mettra ensuite en route pour regagner sa cellule en attente de sa sentence. Les 2 parties se diront ravis de la décision que venaient de prendre les membres de ce jury. Le procureur de la défense se dira satisfait malgré tout et dira « Je suis toujours convaincu que les avis des 3 psychiatres que nous avons fait entendre étaient pertinents et décrivaient bien l'état de Félix au moment du meurtre. Mais, au moins, les jurés n'ont pas retenu l'accusation initiale de meurtre au second degré. » Il continuera tout de même de maintenir que son client n'avait jamais voulu tuer son père, et je le cite encore une fois. Fondamentalement, il aimait bien son père et ce dernier le lui rendait bien. Ira-t-il en appel concernant ce verdict? Il dira ne pas le savoir encore, mais avisera aussi qu'il allait tout d'abord en discuter avec son client. Pour ce qui est du procureur de la Couronne, il se dira lui aussi satisfait de ce jugement, estimant d'ailleurs que c'était le seul verdict qui était approprié de rendre dans ces circonstances. Et pour ce qui est de la maman de Félix, qui a d'ailleurs été présente durant toute la durée de ce procès, elle a préféré ne faire aucun commentaire. Elle se contentera simplement de dire qu'elle était fatiguée et qu'elle était soulagée de voir cette affaire enfin terminée. On peut la comprendre. La sentence concernant cette décision d'homicide involontaire se fera toutefois attendre. En effet, car le juge demandera un nouveau rapport d'évaluation psychiatrique avant de prendre sa décision. Il voulait avant tout connaître l'état mental de Félix actuellement, les traitements qui lui étaient donnés pour l'aider, ainsi qu'une projection de son comportement lorsqu'il reprendra éventuellement sa liberté. À la suite de ce nouveau rapport qui sortira, il pourrait être décidé que, selon la sentence que Félix recevra sous peu, qu'il pourrait vraisemblablement se retrouver dans l'aile psychiatrique du centre de détention Sainte-Anne-des-Plaines plutôt qu'en prison. Toutefois, malgré les réticences de l'avocat de Félix, qui souhaitait plutôt que son client soit placé dans un hôpital psychiatrique où il aurait un meilleur suivi de l'évolution de son comportement, les 2 parties vont finalement convenir que le manque de ressources appropriées à Mauricie ne leur laissait pas d'autre alternative que le centre de détention de Sainte-Anne-des-Plaines. Les arguments du procureur de Félix reposaient surtout sur le rapport psychiatrique qui venait d'être fait à la demande du juge. Ce rapport spécifiait pourtant qu'un long séjour carcéral serait un stress majeur pour lui. Cette psychiatre dira d'ailleurs à ce juge qu'actuellement,
Félix Brosseau ne représentait pas un danger. C'était pour elle la conséquence d'un traitement médicamenteux approprié et d'un suivi régulier fait depuis son arrestation. Elle précisera que son patient ne manifestait plus d'épisodes d'agressivité et qu'il était même capable d'autocritique en rapport avec son comportement de janvier 1999, tels que les délires et hallucinations qu'il avait eus. Tout ça avait disparu. Tant mieux. Malgré ça, elle dira tout de même qu'il restait fragile en ce qui concerne sa toxicomanie et sa prise d'alcool et qu'un suivi régulier était nécessaire. Elle mentionnera, pour terminer, qu'il faudra une transition très graduelle avant d'envisager un retour à la vie normale pour Félix. La jurisprudence, dans un cas semblable, démontre que les peines peuvent aller de 5 à 15 ans de détention. L'avocat de Félix suggérera alors une sentence entre 5 et 7 ans de pénitencier avec un suivi psychiatrique. Le juge ne rejettera pas ces arguments de la défense, mais reparlera encore une fois du manque de ressources en psychiatrie de cette région. Après des semaines d'attente, la sentence tombera enfin. Sentence. Félix Brosseau sera finalement condamné à purger une peine de 30 mois de prison pour homicide involontaire et de 12 mois de plus pour mutilation de cadavre pour le meurtre de son père, Daniel Brosseau. Comme il était détenu de façon préventive depuis plus de 21 mois, ses jours seront déduits de cette sentence qu'il venait d'écoper. Il s'agit tout de même de l'équivalent de presque 2 années de prison. D'ailleurs, faute de ressources, Félix devra finalement faire ce temps en prison et non pas dans un établissement psychiatrique. Cette sentence qui venait de tomber tiendra compte des 2 années de détention préventive déjà purgées par l'accusé. Cependant, et comme c'est le cas des tribunaux canadiens, cette détention préventive comptera pour le double. Donc, la sentence globale à laquelle Félix venait d'être condamné était, en tout et partout, de 6 ans et demi de prison. Ce qui veut donc dire qu'il serait admissible à une libération conditionnelle au cours de l'année qui venait de s'amorcer lors du prononcement de ce verdict. Ce magistrat était persuadé qu'il fallait favoriser sa réinsertion sociale afin qu'il puisse prendre conscience de ses responsabilités à assumer la nécessité d'un traitement médical et la prise de médication. Bref, cet accusé a donc écopé de 30 mois de détention pour homicide involontaire et de 12 mois de plus pour outrage à un cadavre. Félix a semblé satisfait de cette sentence. Il remerciera d'ailleurs le juge pour cette décision. Lorsqu'il sortira de prison, il aura 48 heures pour rencontrer son médecin psychiatre. Il devra aussi se conformer aux directives et traitements que le psy jugera utiles pour lui. Mais pas seulement. Il devra bien évidemment s'abstenir de consommer de l'alcool et des drogues et devra se conformer, sur demande, à tout test de dépistage relatif à ce type de consommation. Lorsque Félix aura le droit de sortie, il ne pourra bien sûr pas réintégrer complètement la société. Il devra d'abord se trouver dans un milieu protégé et avoir un plan de traitement. Mais justement, parlant de droit de sortie, comme on l'a vu, Félix Brosseau a pu reprendre sa liberté tout de même assez rapidement après le verdict. Son avocat dira que son client se comportait correctement, comme tout citoyen normal, et qu'il a continué de prendre sa médication. Il avait son appartement et ne présentait, jusque-là, aucun symptôme qui aurait pu laisser croire que sa réhabilitation aurait pu être compromise. J'ai bien dit jusque-là, car cet homme de maintenant 33 ans devra maintenant revenir devant la cour. En vérité, lorsque le juge avait rendu sa sentence, il avait mentionné que pour lui, il était manifeste que l'accusé avait posé ces gestes en raison de son état mental et que le passage à l'acte avait été facilité par sa consommation d'alcool. De ce fait, Félix Brosseau devra maintenant répondre à une accusation de conduite d'un véhicule avec les facultés affaiblies. Effectivement, 1 an après sa remise en liberté, cet homme libéré depuis peu sera de nouveau convoqué au tribunal, mais cette fois pour cause d'alcool au volant. En gros, Félix se trouvait dans un stationnement à Shawinigan, en pleine nuit,
et sa voiture était en marche lorsque des patrouilleurs vont l'apercevoir. Comme il n'y avait personne autour du véhicule, c'est ce qui aurait attiré leur attention. Une fois face à Félix, ils ont tout de suite eu l'idée de lui faire passer un alcotest qui va malheureusement leur révéler une quantité d'alcool presque 2 fois supérieure à la limite permise. Dénouement. Quelques mois après cette nouvelle arrestation, Félix Brosseau fera de nouveau parler de lui. Nous sommes maintenant le 1er mai 2008, soit environ 6 ans après sa sortie de prison. Cette journée-là, un piéton verra tout d'abord un homme tenter d'enjamber la clôture du pont Marc-Trudel qui surplombe la rivière du Saint-Maurice de la ville de Shawinigan et sauter dans les chutes. Il contactera immédiatement le service des urgences pour leur rapporter cette situation. Les pompiers seront les premiers à se rendre sur les lieux, mais malgré leurs bonnes intentions, ils n'ont alors pas réussi à retrouver le corps de cet homme, probablement suicidaire. Ils diront plus tard que c'était normal de ne pas l'avoir retrouvé à ce moment-là, car les vannes du barrage d'Hydro-Québec étaient ouvertes, ce qui faisait en sorte que le courant était extrêmement puissant. Cependant, quelques minutes plus tard, un automobiliste qui traversait le barrage La Gabelle à Notre-Dame-du-Mont-Carmel verra alors un corps flotter à la surface des eaux du Saint-Maurice. Comme vous vous en doutez sans doute, il s'agissait bien de Félix Brosseau, qui venait vraisemblablement de s'enlever la vie. Cependant, son corps ne sera retrouvé que 23 jours plus tard. En effet, car le temps que la police arrive sur les lieux, le corps s'était bien sûr déplacé. Il est important de savoir qu'un peu avant son suicide, et malgré la thérapie qu'il suivait, Félix avait fait part à sa mère qu'il était rongé de remords et qu'il avait le mal de vivre. Ces remords étaient sans doute devenus trop grands pour lui et c'est ce qui aurait fini par le ronger de l'intérieur et à lui faire commettre ce geste fatal. L'autopsie qui sera pratiquée par la suite ne montrera aucune trace de violence. La cause du décès officiel sera la noyade. Conclusion. Le chalet familial dont avait acquis Daniel à la naissance de son fils aurait dû être sa maison de retraite, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Ce qui est triste également, c'est que peu avant que Daniel ne parte au chalet avec son fils, lui et Marie-Paul s'étaient dit que tous ces problèmes que vivait Félix ne pouvaient finalement pas être seulement reliés à la drogue et autres substances. Dans les faits, Marie-Paul avait enfin réussi à convaincre Félix de la suivre dans un CLSC de la Mauricie. Sans doute pour un check-up psychologique. Seulement, manque de peau, ce centre était malheureusement fermé cette journée-là. Ne sachant pas où aller demander de l'aide, elle est donc revenue chez elle avec son fils. Quelle tristesse! J'aimerais terminer cet épisode sur un extrait de la directrice générale de l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale. J'ai trouvé ces paroles très intéressantes. Une fois qu'il a eu tué son père, on l'a soigné contre son gré. Y a-t-il quelque chose de plus aberrant que ça? On ne le soigne pas avant, on le soigne après. Pour être bien sûr qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait pour en arriver à son suicide. Si le jugement avait dit qu'il était non criminellement responsable et qu'à cette occasion-là, il avait posé des gestes sur lesquels sa pensée n'avait plus de contrôle, ça aurait été une autre histoire. Et là, on lui a donné une chance de réhabilitation. Cette chance-là, il ne l'a pas eue. 12 personnes peuvent décider de ta vie ou de ta mort. Et je ne suis pas certaine que quand on accepte d'être jury, qu'on est conscient dans une histoire de procès comme ça, on est conscient des conséquences de la décision qu'on va prendre. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Vous êtes plusieurs à m'écrire après avoir écouté un de mes épisodes pour me dire à quel point vous l'avez aimé ou combien vous appréciez mon style et la façon dont je vous raconte mes histoires. Cela me touche beaucoup à chaque fois que vous le faites et je ne me lasse jamais de vous lire. Maintenant, dans le but de faire avancer encore plus mon podcast,
j'aurais une mission à vous proposer. Et si chacun d'entre vous qui aimez ce que je fais, alliez me nommer sur une page dédiée au podcast ou bien en parler à une connaissance qui aime, tout comme vous, les histoires de crimes réels racontées dans le respect. Ou sinon, pourquoi pas le bon vieux bouche à oreille. Cela me donnerait non seulement un bon coup de pouce, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. N'hésitez pas non plus à aller liker, commenter, noter ou bien mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez mon épisode. Ce serait grandement apprécié. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un œil sous le lit et je crois que je n'irai peut-être pas au chalet ce week-end. On ne sait jamais. OK, bye!